Cela fait maintenant plus de 50 ans. Et pourtant, le temps qui passe ne rend pas moins impactante l'histoire. Au contraire, elle est sans cesse revécue et re-racontée au travers des témoignages des survivants, montrant à quel point le pas entre la vie et la mort ne tient qu'à un fil. Les conditions extrêmes et le froid montrent une réelle leçon de vie, entre résilience, combat et lutte pour la survie. Dans le pire des endroits, perdus, abandonnés, cette histoire nous montre l'élan de solidarité qui émane d'un groupe d'individus qui au départ ne se connaissaient pas. Tous reliés par ce pacte qui dépasse l'entendement. Si je meurs, je vous autorise à manger mon corps. Hola, j'ai vu il y a 3 jours le film Le Cercle des Neiges sur Netflix en France. Et même si je connaissais déjà cette histoire m'a passionnée, ce qui fait que ça fait 3 jours que j'ai acheté le livre, écouté plein de podcasts, écoutez tous les témoignages pour vous dégoter toutes les informations qu'il n'y a pas dans le film. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est pas très grave parce que je vais vous faire un résumé de ce qui se passe et de l'histoire. Mais je pense quand même que c'est mieux que vous alliez le voir et vous verrez de toute façon après l'avoir vu, vous aurez envie de revenir sur ma vidéo pour avoir des infos en plus. Par contre, pour ceux qui n'ont pas vu le film et qui ne veulent pas que je les spoil, je vous conseille de quitter la vidéo et de revenir après parce que je vais forcément spoiler. Et les informations que je vais vous donner dans cette vidéo, elles sont tirées d'un livre uruguayen qui n'a pas été traduit en français, qui est qu'en espagnol, que j'ai lu. Donc comment vous dire que vous avez des petites exclus que vous ne pourrez pas trouver ailleurs. C'est parti. Nous sommes le 12 octobre 1972, une équipe de rugby uruguayenne décide d'aller jouer un match contre une équipe de rugby au Chili. Pour ça, ils décident de prendre un avion et tout se passe bien au début. Mais au moment d'arriver vers les Andes, le copilote voyant le mauvais temps, il décide de s'arrêter dans une ville qui s'appelle Mendoza, en espérant que les conditions climatiques s'arrangent le lendemain. Donc il reste une nuit sur Mendoza et le lendemain, il décide de reprendre l'avion et de partir dans la ville de destination au Chili. Ce jour-là, le 13 octobre, des amis des rugbyman leur avaient dit « Fais attention, vous allez sûrement vous écraser, aujourd'hui c'est le 13, ça porte malheur ». Quelle coïncidence, quelle prévision de l'avenir. Ce qui est aussi intéressant à savoir, c'est que un des rugbyman a failli ne pas pouvoir voler parce qu'il ne trouvait plus ses documents et au dernier moment à l'aéroport il a réussi à négocier, à expliquer qu'il fallait absolument qu'il aille à ce match et tout pour qu'il le laisse quand même voler. C'était un signe de la vie qui essayait de le protéger de ce qui allait se passer. Donc l'avion a redécollé de Mendoza direction le Brésil et au bout d'un moment le pilote se dit bon c'est bon on est bientôt arrivé, je vais demander à la tour de contrôle au Chili une autorisation pour pouvoir atterrir. Chose que la tour chilienne leur donne parce qu'ils ont dû même pas vérifier si la trajectoire était bonne, si les calculs étaient bons, ils ont accepté. Seulement voilà, à cause du mauvais temps, le pilote s'était trompé légèrement de trajectoire, ce qui fait qu'il a commencé à descendre. Et en descendant, il traverse la couche de nuages et se rend compte au dernier moment qu'il est face à de nombreuses crêtes de montagne. Donc dans l'urgence, il décide d'essayer de redresser l'avion, les alarmes se déclenchent, tout le monde panique, mais malheureusement c'est pas suffisant car il tape contre une des crêtes de la montagne des Andes. À ce moment-là, la queue de l'avion se casse, elle tombe, certains passagers de l'arrière de la queue tombent et meurent également, mais aussi une des ailes de l'avion se casse. Il y avait une autre crête juste après où l'avion se tape aussi dedans, là encore des personnes meurent et la deuxième aile de l'avion se casse et l'avion continue sa descente et arrive en bas d'une vallée perdue en plein milieu de la cordillère des Andes. L'avant de l'avion ayant pris un choc contre la prochaine crête qui arrive quand l'avion s'écrase, le pilote meurt et le copilote est gravement blessé. D'ailleurs à ce moment-là, le copilote demandera à ce qu'on achève ses souffrances et qu'on les tire dessus et les autres diront que non, on ne va pas te tirer dessus, tu vas continuer à vivre. Il va évidemment bien vite mourir. Les survivants se retrouvent alors perdus en plein milieu des Andes à 3500 mètres de haut, mais surtout à 80 km plus loin que leur trajectoire habituelle. Pendant le choc et pendant tous les mouvements, certains fauteuils se sont décrochés, ce qui fait que tous les passagers se sont écrasés et ceux qui étaient à l'avant de l'avion se sont retrouvés écrasés par tous les fauteuils de derrière et ils sont donc morts, sans compter tous ceux qui ont de nombreuses fractures, des plaies ouvertes, bref c'est la catastrophe. Il y a également un des joueurs de l'équipe de foot qui se retrouve avec un morceau de métal planté dans l'abdomen. Mais tout ça, ce n'est que le début de l'enfer qu'ils vont vivre. La première nuit qu'ils ont passée fut l'une des pires, d'ailleurs ils l'appellent dans le livre La Noche del Infierno, parce qu'ils se retrouvent avec la peur, les cris de tous ceux qui avaient été blessés, mais surtout le froid. Il faut savoir que là, à ce moment-là, non seulement la nuit était noire complète, mais surtout il faisait moins 30 degrés, avec le vent. Dans la montagne, ils n'avaient pas l'équipement suffisant pour pouvoir avoir un petit peu chaud, donc ils ont essayé comme ils ont pu de tous se rassembler pour essayer qu'émane un petit peu de chaleur de leur corps pour pouvoir survivre. Malheureusement, suite à cette nuit, il y aura encore 5 personnes qui vont mourir. Le premier jour, les victimes essayent de s'occuper un peu plus des personnes blessées. Ils essayent de pouvoir isoler un petit peu plus la capsule de l'avion en essayant de mettre un peu de neige à l'entrée pour éviter que le vent puisse passer. Ils essayent de rassembler tout ce qu'ils peuvent, que ce soit vêtements, couvertures. Ils enlèvent les housses des fauteuils de l'avion pour pouvoir essayer de s'en faire des couvertures, de quoi se protéger du froid. Et pendant ce temps, à l'aéroport chilien, l'info est donnée comme quoi l'avion est perdu et qu'ils n'ont plus aucun contact avec les membres de l'équipage. Donc bien sûr, directement, des avions de secours en sentinelle sont envoyés au-dessus des Andes. D'abord 4 avions qui survolent la zone où serait censé s'être
s'est écrasé l'avion, sauf que je vous le rappelle, l'avion a dévié de 80 km de sa trajectoire de départ. Puis ensuite, 11 autres avions d'Uruguay sont envoyés pour rechercher, mais la navette reste introuvable. La coque de l'avion reste toute petite, mais c'est surtout qu'ils ne cherchent même pas au bon endroit. Le temps était mauvais, les conditions étaient très mauvaises, et tout le monde en a déduit que de toute manière, aucun être humain ne pourrait survivre à 8 jours comme ça, après un crash dans les montagnes. Et le pire dans tout ça, c'est que les survivants qui étaient restés donc du coup sur place ont aperçu quelques avions de secours qui les cherchaient, ils leur faisaient des signes, ils ont essayé de faire des marques au sol pour qu'on puisse les repérer, mais ils n'ont pas été vus. Pendant ces 8 jours de recherche, les conditions dans l'avion deviennent de plus en plus dures. Ils voyageaient dans un avion militaire qui n'était pas du tout équipé pour tout ce qui est cuisine et nourriture, et de toute manière, au moment où la queue de l'avion qui contenait la cuisine a été perdue plus loin dans les montagnes, les seules choses qu'ils ont pu se partager pour se nourrir durant cette première semaine, c'est une boîte de conserve de fruits de mer et quelques morceaux de chocolat, sachant qu'ils étaient 24. Donc un être humain, il peut tenir sans manger 3 jours. Sachant que certes, ils avaient plein de neige autour d'eux, mais la neige était beaucoup trop froide et ça leur brûlait la bouche quand ils la mangeaient, donc ils étaient obligés d'attendre qu'elle fonde pour pouvoir boire. Donc en fait, ils mouraient de faim, mais ils mouraient aussi de soif. Donc au bout de quelques jours, il a commencé à trotter dans la tête de certains l'idée de potentiellement manger les personnes qui étaient mortes. Idée qui, pour toute personne normale et vivant dans une société normale, nous paraît horrible, nous paraît impossible, mais quand tu meurs de faim dans de telles conditions, eh bien il arrive un moment où tu n'as plus le choix en fait. 2 des passagers de l'avion étaient des étudiants en médecine. Un était en première année, il venait tout juste de rentrer, et l'autre était en 2e année. Donc c'est des étudiants en médecine, mais s'ils ne connaissent pas non plus énormément, ils n'ont pas forcément les compétences pour pouvoir soigner et gérer de telles situations de crise. Malgré tout, ils prennent leur rôle très à cœur et se portent volontaires pour découper le premier corps et pouvoir distribuer aux autres la nourriture. Cette chose, elle est faite à part, loin du regard des autres, pour que ça soit moins difficile pour ceux qui recevront les morceaux de viande à pouvoir manger. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'entre temps, ils ont réussi à trouver une radio qu'ils ont réussi à connecter, ce qui fait qu'ils entendaient un peu les infos qui se donnaient à la radio de Chili. Et au bout de 8 ou 9 jours, ils entendent à la radio que les recherches sont officiellement terminées, que de toute façon, les personnes victimes de l'accident sont déclarées comme mortes, et que la recherche de l'épave de l'avion sera reprise au moment du dégel au printemps. Donc là, c'est la crise, les pleurs, les survivants se sentent littéralement abandonnés par le monde entier, et c'est à partir de ce moment-là que la Sociedad de la Nieve commence vraiment. Il y a une réelle rupture entre la société des vivants, donc avec tous les codes et les mœurs qu'on s'est inculqués et dans lesquels on vit nous actuellement, et la société de la neige, dans lequel les mœurs et les codes étaient complètement redistribués, puisque là, ils étaient dans des conditions extrêmes et de survie. Plus le temps passait, moins ils mangeaient, moins ils buvaient, sachant qu'ils ne pouvaient pas s'endormir, parce que s'ils s'endormaient, ils pouvaient mourir de froid durant la nuit et ne plus jamais se réveiller. Il faut savoir aussi qu'ils sont à une altitude assez élevée, donc le taux d'oxygène est plus bas, ce qui peut parfois les faire délirer, ce qu'on appelle le mal des montagnes, je crois. Et puis surtout ce sentiment psychologique de te dire que tu es au milieu de nulle part, une immensité blanche, avec finalement le silence qui devient très pesant, des journées où le soleil est aveuglant à cause des rayons qui sont renvoyés par la neige, et les nuits ultra noires dans lesquelles il n'y a aucune lumière, et en plus il fait très froid. La première chose qu'ils ont faite, c'est commencer par manger les muscles, et pour que ce soit un peu plus acceptable pour les autres, ils coupaient des morceaux de muscles comme des petits carrés de chocolat comme ça, qu'ils mettaient sur une plaque de métal et qu'ils laissaient chauffer au soleil pour que ça sèche un petit peu et que la texture soit un peu plus acceptable. Les morceaux étaient distribués en parts égales, et la plupart des gens essayaient de recouvrir les morceaux de neige pour pouvoir les manger et essayer d'oublier ce que c'était. Certains essayaient de faire un peu d'humour en disant que ça ressemblait plutôt à de la charcuterie. Ils essayaient de se déconnecter de ce truc de « je suis en train de manger un être humain ». Et de toute façon, si je le fais, c'est pour survivre. Il y a un des survivants qui explique que pour pouvoir couper les corps, il fallait qu'il se conditionne et se dise que de toute manière, la personne qu'il était en train de découper, ce n'était plus son ami ou la personne qu'il avait connue. Cette personne, elle existait encore mais dans ses souvenirs, et la personne qu'il voyait devant lui, c'était pas une personne, c'était un aliment, c'était juste un corps sans vie, une coquille vide. Sauf qu'ils étaient nombreux et manger les muscles ne suffisait pas forcément, donc ils ont dû taper aussi dans les organes, ils ont mangé les reins, ils ont mangé le foie, parce qu'ils se disaient il nous faut des protéines, il nous faut aussi des graisses, des vitamines, choses qu'on retrouve dans les organes. Et pour les personnes blessées, notamment les personnes qui souffraient de fractures, il leur fallait du calcium. Et où trouver du calcium? Et bien sûr les os. Donc pour les personnes blessées, ils leur râpaient des os qu'ils donnaient à manger aux personnes les plus faibles. Et pour pouvoir nourrir tout le monde, ils ont même dû manger le cerveau des gens. Toutes les découpes des corps se faisaient avec les corps face contre neige, donc on voyait pas les visages et c'était plus simple de pas savoir qui tu découpes entre guillemets. Et de toute façon, la plupart des survivants disent qu'ils ne se rappellent même plus exactement de qui ils ont mangé quand. Technique de défense du cerveau en fait. Pour ceux qui ont vu le film et qui ont écouté pas mal de témoignages, ce qui est hyper important à retenir de ça, c'est que c'est pas simplement une histoire de cannibalisme. Parce qu'au tout début de l'histoire, quand il y a eu les premiers morts, donc ils n'ont pas eu le temps de connaître un peu la situation, qui sont morts dès le départ, et qu'il a fallu se dire ok, il va falloir qu'on les mange, et ça a été très compliqué pour beaucoup, parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de demander aux personnes qui étaient mortes s'ils avaient le droit de les manger. Et ce qui ressort beaucoup dans le film, c'est que c'était un groupe assez religieux, très chrétien, donc ils portaient énormément d'importance à cela. Et quand le groupe a commencé à se rendre compte que effectivement ils n'auraient pas d'autre
d'autre choix que de manger les personnes qui allaient mourir. Chacun à leur tour, ils ont dit qu'au cas où ils mourraient, ils autoriseraient les autres à manger leur corps. Et ça, c'est un truc qu'avant le film, je me serais dit, mais je suis peut-être ultra égoïste, mais jamais j'ai envie que si je meurs, on mange mon corps, c'est hors de question. Et maintenant que j'ai vu le film, je me dis, ok. Carrément, j'ai envoyé des messages à mes amis en leur disant, si un jour, pour X ou Y raison, on se retrouve au milieu de nulle part et que je meurs, je vous autorise à me manger. Parce que j'ai vu le film et je me dis que, ben oui, si je meurs, autant que je meurs pas pour rien et que je puisse servir à mes amis. Même si j'avoue que l'idée est un peu horrible. Un des personnages qui est pas mal ressorti dans le film et dans l'histoire est assez dingue, c'est Nando Parrado, qui lui n'était pas attaché au moment où l'avion s'est crashé et du coup, il s'est tapé violemment la tête contre le plafond de l'avion et il a eu une locomotion cérébrale et il est tombé dans le coma au début. Tout le monde le pensait mort, donc ils l'ont laissé vers la partie du fond de l'avion et dans la nuit, sans faire exprès, sachant qu'il ne voyait rien, et bien il y a quelqu'un qui l'a poussé, ce qui fait que Nando s'est retrouvé tête dans la neige durant toute la nuit à moins 30 degrés. Sauf que ce qu'ils savaient pas à ce moment-là, c'est qu'en fait, ils ont fait la meilleure chose qu'ils pouvaient faire à une personne qui souffrait de locomotion cérébrale et d'un œdème, puisque mettre la tête dans la neige, ça fait baisser l'inflammation. Au bout de 3 jours, ils ont vu au loin Nando Parrado qui a commencé à bouger et qui est en train de se réveiller de son coma. Le mec est revenu de parmi les morts comme ça, au calme. Comme quoi, dans sa malchance, il a quand même eu de la chance. Alors pour vous expliquer un petit peu les conditions qui sont dans l'avion et qui n'ont pas été très expliquées dans le film, c'est que l'avion, il n'était pas à l'horizontale dans la neige. Il était un peu comme ça, penché, avec du coup l'ouverture ici, ce qui fait que en bas, donc vers la base de l'avion, il faisait 10 degrés de plus que vers le haut. Donc il faisait un petit peu meilleur. Donc ce qui se passait, c'est qu'il mettait tous les blessés ici, vers la zone la plus froide, déjà pour éviter les infections, mais surtout pour que les personnes qui sont encore saines puissent bien se reposer la nuit et pouvoir être aptes le lendemain à s'occuper des autres. Et les personnes qui n'étaient pas blessées, elles étaient réparties de la zone la plus froide à la zone la plus chaude de l'avion, chaude entre guillemets bien évidemment, et toutes les nuits ils tournaient comme ça. Les personnes bloquées dans les Andes commencent petit à petit à s'habituer, à comprendre l'organisation face à des conditions qu'ils ne connaissent pas, parce que je vous rappelle que pour la plupart ils sont uruguayens, ils ont vécu au soleil, dans les tropiques, face à la mer. Et une chose dont j'ai oublié de vous parler, c'est que bon, le groupe était composé d'hommes, mais il y avait surtout une femme qui n'a pas été très développée dans le film, mais quand on lit le livre, elle est quand même très importante. Cette femme, c'est Liliana, et c'était un peu la maman de tout le monde. C'était celle qui, quand les gens pleuraient, quand les gens étaient mal, qui réconfortait tout le monde. Elle représentait vraiment l'esprit maternel et ce qui les rassemblait tous les uns aux autres par les sentiments. Le 16e jour, en début de soirée, une avalanche surgit et tombe sur l'avion, ce qui, je vous le rappelle, est à la verticale et ensevelit quasiment tout le monde. Seule la personne qui était tout en haut n'est pas recouverte. Déjà que leur calvaire était assez compliqué, ils se sont retrouvés dans l'espace de quelques minutes, tous ensevelis sous la neige. Celui qui était à l'extérieur, il a essayé de les dégager comme il a pu, sauf qu'avec le froid, il avait les mains qui étaient complètement tétanisées, il pouvait même plus les utiliser. Dans la panique, il s'est fait pipi sur les mains pour essayer de se réchauffer un peu les doigts, essayer de fouiller. Il a réussi à dégager une tête, puis l'autre. Une fois que certains dont la tête était dégagée, ils essayaient comme ils pouvaient de se dégager les membres, sauf qu'en fait, quand ils se dégageaient, et ben malgré eux, ils aplatissaient encore plus la neige qui était en dessous d'eux, donc ça écrasait encore plus les autres. Tout le monde se criait aux uns et aux autres, tenez bon, on va vous aider, on va vous aider. Et en fin de compte, les corps qui étaient le plus au fond, quand ils sont arrivés à les atteindre, et ben la plupart étaient déjà morts asphyxiés. Donc sur les survivants qu'il restait, il y en a 3 qui sont encore morts ce jour-là, dont Liliane, la maman un peu du groupe, ce qui a mis un énorme coup au moral à tout le monde. À chaque fois que quelqu'un mourait, c'est comme si une partie de chacun mourait également. Cette avalanche en est suivie d'une deuxième qui a littéralement recouvert l'avion. Donc ils se sont retrouvés sous la neige, dans l'avion, avec 3 cadavres, un tout petit peu d'espace dans lequel il leur restait pas énormément d'oxygène pour survivre. Ils sont restés ensevelis comme ça dans l'avion et dans le petit espace durant 3 jours. Durant ces 3 jours, ils ont essayé comme ils ont pu avec des genres de tiges à faire un petit espace vers le cockpit de l'avion pour avoir un tout petit peu d'air, pour que l'air puisse un petit peu se renouveler, qu'ils aient un peu d'oxygène. Pendant ces 3 jours, ils ont dû manger les corps des 3 personnes qui venaient de mourir, sauf que là c'était encore plus dur qu'au début, parce qu'au début ils ont mangé les corps des personnes qui étaient mortes dès le début du crash. Des personnes avec qui ils n'avaient pas eu forcément le temps de créer des liens. Là c'était différent, c'était des gens avec qui ils avaient passé déjà 2 semaines, qui venaient tout juste de mourir et ils devaient les manger là, maintenant, tout de suite. C'était assez horrible, sans compter le fait que, évidemment, tous leurs besoins, ils les faisaient sur place, donc l'odeur était assez abominable. Dans un des témoignages, on entend que pour se réchauffer, les joueurs de rugby, ils avaient leur ballon de rugby sur lequel ils faisaient pipi. Et quand un faisait pipi, ils se le passaient des uns aux autres pour pouvoir se réchauffer un peu les mains, parce que le pipi, il était un peu tiède. C'était leur moment de bonheur de la journée. Une anecdote qu'ils ont également racontée, c'est que dans l'avion, ils ont réussi à trouver un tube de dentifrice. Et ce tube de dentifrice, ils s'en servaient de dessert. Donc après avoir mangé la viande, le reste des corps de leurs amis, ils mangeaient tous une petite lichette de dentifrice. Et c'était le côté un peu sucré qui leur faisait du bien. Ce qui est dingue dans toutes ces histoires, c'est que pour la plupart, ils avaient entre 19 et 25 ans. Ils n'avaient pas de formation,
fond, ils étaient tous, la plupart en études, et ils ont quand même réussi à devoir gérer des situations de crise que même des médecins ultra expérimentés ou même des grands ingénieurs n'auraient pas eu à devoir surmonter. Au cours de leur séjour dans les Andes, un de leurs espoirs, c'était de retrouver les batteries qui sont situées dans la queue de l'avion pour pouvoir essayer de démarrer la radio à plus longue distance et essayer de pouvoir communiquer avec l'extérieur. Pour cela, des expéditions ont été faites par certains des survivants, sauf que ces expéditions, elles étaient très dangereuses parce que déjà, ils n'étaient pas équipés pour, et s'aventurer plus loin de l'avion, c'était risquer sa vie. Sauf que pour sauver la vie de tout le monde, ils étaient obligés d'être hyper imprudents et de prendre des risques parce que de toute façon, plus personne ne les cherchait. Une des personnes qui a été vachement développée dans le film, c'est Numa, c'est d'ailleurs le narrateur du film, et ça a été également un des derniers à vouloir manger le corps de ses amis, mais malgré tout, il a toujours été un des premiers à s'activer pour construire des choses, pour mener des expéditions même s'ils allaient en mourir. Durant l'expédition du 4e jour, en remontant la montagne en essayant de trouver la queue de l'avion, ils ont remarqué qu'à peine ils s'étaient éloignés un petit peu, ils voyaient déjà pas beaucoup l'avion. Donc ils se sont dit qu'en fait, les avions de secours ne les retrouveraient jamais. Eux, de si près, entre guillemets, ils ne voient déjà quasiment plus l'avion. Qu'est-ce que des avions ultra hauts qui volent dans le ciel vont les voir? Ils vont jamais les retrouver. Moi, je trouve ça quand même ouf que face à tout ça, face à des avalanches, face à des cadavres, face à des conditions aussi extrêmes, ils aient quand même eu la foi de se dire on va vivre et on va se battre pour vivre. Pendant l'expédition du 4e jour, ils se sont retrouvés à un moment où la nuit commençait à tomber. Ils étaient trop loin de l'appareil pour revenir et en même temps, ils étaient allés trop loin pour se dire on va revenir et tout le chemin qu'on a réussi à galérer comme on a pu, bah il aura servi à rien. Donc ils ont passé une nuit à l'extérieur à moins 30 degrés sous le vent, à 3, se blottir comme ça. Ils ont failli mourir d'ailleurs. Je sais même pas comment ils ont fait pour survivre en fait. Et ce moment-là, on le voit assez bien dans le film. Et le lendemain matin, ils ont repris leur chemin et ils ont trouvé un peu après la queue de l'appareil. Dans la queue de l'appareil, ils essayent de connecter la radio, mais malheureusement, ça ne va pas marcher. Autre coup de massue. Un de leurs seuls espoirs de pouvoir communiquer avec l'extérieur, c'était encore envolé. Non seulement ils avaient risqué leur vie, mais en plus ils avaient l'impression que ça avait été fait pour rien. Point positif, c'est que dans la queue de l'appareil, ils ont pu retrouver des genres de grandes toiles imperméables avec lesquelles ils ont pu se couvrir. Ils sont redescendus à l'appareil, ils étaient complètement dévastés. Apeurés, ils ont apporté la mauvaise nouvelle aux autres. Pour tout ce qui est plus des détails sur l'histoire et ce qui s'est passé, je vous conseille d'aller voir le film et d'aller voir les témoignages parce que je peux pas vous faire une vidéo de 3 heures. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que avant de mourir, le copilote leur a dit que de toute manière, ils étaient pas très loin du Chili et que normalement, derrière les montagnes, il devait y avoir le Chili. Sauf que, évidemment, le copilote à ce moment-là, il ne savait pas qu'il s'était complètement trompé de trajectoire. Le problème, c'est que l'avion, il s'était écrasé dans une genre de vallée. La vallée, ils vont l'appeler la vallée des larmes et elle sera vraiment baptisée comme ça plus tard. Donc l'avion était ici et en face, il y avait une énorme montagne ultra haute qui était vraiment infranchissable. Mais malheureusement, comme plus personne ne les cherchait, au bout d'un moment, les survivants ont compris qu'il allait falloir qu'ils traversent cette montagne et qu'ils aillent chercher eux-mêmes de l'aide puisque plus personne ne les cherchait. Donc ils ont commencé à se préparer psychologiquement, à essayer de se reposer. Et attention, je vais vous spoiler, malheureusement, Numa meurt le 61e jour. Et avant de mourir, il dit à ses amis, je suis content parce que même si je vais mourir, je sais que vous allez y arriver. Donc sa mort met un énorme coup à tout le monde, mais ça a été littéralement l'élément déclencheur pour ce qu'ils appellent la dernière expédition, l'expédition qui allait en fait sauver la vie de tout le monde. Ils ne voulaient pas que Numa soit mort pour rien. Le 12 décembre 1972, faisant preuve de ténacité et de courage, Nando Parado, Roberto Canessa et Antonio Vicentin décidèrent d'aller chercher de l'aide et d'escalader la montagne qui paraissait infranchissable. Ils prennent des vivres, vous vous doutez de quoi je parle, le corps du dernier défunt, donc de Numa, de quoi pouvoir manger durant à peu près une semaine. Et ils commencèrent tous les trois à escalader la montagne vertigineuse qui avait un angle hyper pentu. Les survivants racontent que ceux qui étaient restés dans l'avion voyaient au cours du temps des tout petits points qui montaient la grande pente. Leur montée, elle a duré 3 jours. Donc dites-vous que pendant 3 jours, ils ont escaladé ça et pendant les nuits, ils étaient en plein milieu de la montée à attendre le froid désespérément. Et les gens les voyaient comme ça, ils voyaient les petits points avancer au cours des jours. Ils expliquaient que leurs pantalons la journée étaient trempés par la neige, puis durant la nuit, il était complètement gelé. Je vous rappelle qu'ils étaient dans un état complètement catastrophique. Ils avaient les lèvres complètement brûlées, gercées par le froid, leurs membres, ils les sentaient quasiment plus. La plupart faisaient entre 40 et 50 kilos. Vous imaginez quand même pour des hommes qui à la base sont rugbyman. Mais ce qui est ouf, c'est qu'ils ont tenu bon. Et chose qu'on voit pas dans le film, c'est qu'ils expliquent que la deuxième nuit, ils ont réussi par, ils ne savent quel miracle, à trouver un petit renfoncement en pierre dans lequel ils ont pu se mettre à l'abri. Durant cette nuit-là, ils ont vu la lune, les étoiles, la belle immensité blanche avec la carcasse de l'avion qui était au milieu. Ils étaient très hauts. Et ils ont quand même eu un moment de se dire, waouh, ce qu'on voit c'est fou. On a une vue de fou. Ils ont presque un peu profité quoi, alors qu'ils vivaient l'enfer. Et c'est là qu'ils se sont dit, on a une vision du monde que personne n'aura jamais. Et je leur accorde. Vient le 3e jour et ils arrivent en haut de la montagne. Et là, au moment où ils s'attendaient à voir derrière cette montagne des espaces verts et atteindre le Chili, ils voient l'immensité de la montagne. Encore des montagnes blanches où il y avait rien du tout. Donc leur espoir de se dire qu'ils allaient
trouver de l'aide et de la civilisation. Ils se retrouvent au point de départ, ils étaient vraiment au milieu de nulle part, et continuer en fait c'était juste mourir en fait. Ce jour-là, donc sur les 3, il y a Antonio qui se blesse et qui décide donc de retourner à l'avion. Et ce qu'il avait monté en 3 jours, il le descend en 3 heures. Il retourne à l'avion et les 2 autres se regardent et se disent on y va ou pas. Et c'est là que je me dis ils ont des cojones de fous malades. Et quand j'ai vu le film, je me suis dit est-ce que moi je l'aurais fait ou pas. En vrai, je pense que je sais pas. Franchement, je sais pas. Ça dépend de mon état physique. Je sais pas si je l'aurais fait. Mais ils se sont regardés et se sont dit on va y aller. Ils avaient de quoi manger et survivre durant 1 semaine. Ils avaient en face d'eux une immensité incroyable qui n'avait pas de fin et se sont dit on y va de toute manière. C'était soit ils retournaient à l'avion, ils mouraient, soit ils décidaient d'y aller et let's go quoi. Ils y sont allés et celui qui était redescendu, Antonio, il a expliqué aux autres que Nando et Roberto étaient partis chercher de l'aide et un des survivants a dit qu'il leur laissait 1 semaine plus 2 jours au cas où et que si d'ici là ils ne revenaient pas, ils se laisseraient mourir. Les 2 hommes ont parcouru les Andes dans le froid, sans abri, sans quasiment de nourriture et au bout de quelques jours, ils ont croisé sur leur chemin une boîte de conserve. C'était de la soupe à la tomate et c'était tellement irréaliste pour eux de se dire je suis au milieu de rien et je trouve quelque chose qui appartient à la civilisation humaine. Sur le moment, ils se sont dit c'est pas possible, c'est tombé d'un avion et en fait au bout d'un moment ils réalisent que non, de toute façon les avions, les fenêtres sont ouvertes, tu peux rien jeter. Non, ça veut dire qu'il y a vraiment quelqu'un qui est passé par là. Au bout d'un moment, ils arrivent enfin à une rivière, donc à de l'eau liquide, chose qui était quand même pour eux incroyable parce que jusqu'à maintenant, ils devaient attendre que la neige fonde et la neige telle qu'elle, elle suffit pas à atténuer ta soif. Tout ce qu'elle fait, c'est te brûler les gencives, te brûler la gorge. D'ailleurs, dans le film, à un moment, on voit que les dents de certains, elles bougent énormément, comme si les gencives, elles étaient devenues toutes molles. Ça, c'est à cause de la mauvaise nutrition, du froid et du manque de vitamines. Donc, ils arrivent au bord d'une rivière et au loin, ils aperçoivent un homme à cheval qui les voit. Donc là, vous vous doutez bien que c'est le moment ils se sentent sauvés, genre c'est leur sauveur, ça y est, leur calvaire il est fini. Dans le film, ce qu'on voit, c'est qu'ils envoient une pierre avec un mot disant qu'ils sont chiliens, qu'ils ont été perdus dans la montagne et qu'ils ont besoin de secours parce qu'il y a encore 16 personnes qui les attendent dans l'épave de l'avion. Dans le film, on a l'impression que le chilien il prend le mot et que directement ils vont chercher de l'aide, sauf que dans la réalité c'est pas ça. Le chilien sur le coup, quand il les croise, il leur envoie de la nourriture parce qu'il voit des gens un peu bizarres dans la nature comme ça, il s'en est pas trop approché et ils ont dû attendre encore 2 jours comme ça avant que le chilien revienne et qu'il trouve le mot qu'ils avaient laissé par terre et là il allait chercher de l'aide. Donc ça me paraît quand même fou de dire qu'ils avaient trouvé quelqu'un et qu'ils ont encore dû attendre 2 jours que le boug y comprenne que c'était des putains de rescapés d'un crash d'avion. Et tout ça sans jamais perdre la foi en la vie. Alors si, je pense qu'ils ont pété énormément de fois des câbles, qu'ils ont pleuré, qu'ils ont chialé, qu'ils sont devenus un peu fous. De toute manière, ça dans les témoignages ils le disent un peu. Dans le film ça ressort pas tellement, mais c'est quand même une dinguerie à quel point l'humain pour survivre il est capable d'aller dans ses retranchements les plus fous. Une fois que l'alerte a été donnée, des hélicoptères sont allés chercher les survivants dans l'avion. Chose qu'on ne voit pas dans le film aussi, c'est que tout le monde n'a pas pu être sauvé le jour où les hélicoptères sont arrivés parce qu'il y avait un mauvais temps. Seules les personnes blessées ont pu être rapatriées et 2 membres de l'équipage et un infirmier a été sur place avec les personnes qui restaient et ils sont restés 1 nuit en plus en attendant que les hélicoptères reviennent le lendemain. Ils expliquent qu'à ce moment-là, il y a eu un certain choc parce que la Société de la Neige et la Société des Vivants se recroisaient et logique, la première question des gens qui étaient là pour les sauver, c'était mais comment vous avez fait pour survivre? Qu'est-ce que vous avez mangé? Et là, ils se rendent compte que dire qu'ils avaient mangé le corps des morts, c'était pas si simple à dire. Enfin, ça paraissait évident, mais ils ont de nouveau eu cette gêne et le retour des mœurs de la Société des Vivants qui est revenu, se dire wow, compliqué. Et forcément, les gens, quand ils se sont rendus compte, quand ils ont vu qu'il y avait des morceaux de tripes un peu à droite, à gauche, des os et tout, ils ont compris. Il y a des survivants qui expliquaient qu'au moment où les secours sont arrivés et qu'ils leur ont donné des sandwichs, ils avaient encore le réflexe de se dire attends, faut que je protège le morceau de viande que j'ai mis à l'abri sous un tas de neige parce que sinon demain j'aurai rien à manger. Ils ont mis du temps à perdre ces réflexes de survie qu'ils avaient enclenchés alors que de toute façon ils avaient de l'aide donc ils avaient plus besoin de tout ça. Le lendemain, l'avion est revenu et ils ont récupéré les derniers passagers. Un des personnages qui m'a beaucoup touchée, c'est Gustavo Zerbino. Et Gustavo Zerbino, tout le long de ce séjour, donc au total ils sont restés 71 jours dans le froid, à chaque fois qu'une personne mourait ou qu'il croisait un corps, il récupérait que ce soit une montre, des papiers, un petit mot qui avait été laissé et il mettait tout ça dans une petite valise parce qu'il avait énormément à cœur que les personnes mortes ne soient pas oubliées. Et au moment du sauvetage, quand l'hélicoptère est revenu les chercher, Gustavo Zerbino c'était le dernier à devoir monter dans l'hélicoptère, mais au moment de monter, le pilote de l'hélicoptère lui dit il va falloir que tu laisses ta valise parce que ça va faire trop lourd. Et à ce moment-là, Gustavo Zerbino, il s'est assis, il a dit c'est mort, je ne bouge pas, si la mallette ne vient pas, je ne monte pas. Et le pilote à ce moment-là, il va se dire non mais il est complètement malade, le mec il est resté 71 jours perdu au milieu de la montagne et il veut pas lâcher sa putain de mallette alors qu'on est en train de lui sauver la vie. Heureusement, il y avait les autres qui ont compris et qui ont réussi à convaincre le commandant et au final, il a pu monter avec la valise.
réalise. Mais c'est fou encore une fois à quel point dans un moment aussi terrible, se dire bah quand même on est en train de lui sauver la vie. Non, il s'accroche de manière ultra forte aux souvenirs des autres. Ce film, il m'a énormément touchée pour plusieurs raisons. Dans un moment ultra sombre, dans un moment où littéralement la nature humaine pourrait ressortir de manière extrêmement sauvage, il aurait pu y avoir un qui décide de garder les corps que pour eux, de tuer les autres pour manger. Ça n'a pas du tout été le cas tout le long. Ils mettent un point d'honneur sur le fait qu'il n'y avait pas de chef, il n'y avait pas de personne plus importante qu'une autre. La vie de tout le monde était hyper importante et les gens qui savaient qu'ils allaient mourir, ils savaient que de toute manière leur mort ne serait pas en vain puisqu'ils aideraient les autres à pouvoir se nourrir. Je ne suis pas sûre que tous les humains de la Terre seraient capables d'autant de fraternité dans un moment aussi extrême, parce que je pense qu'on a tous un peu cette pensée égoïste de se dire bah non, quand je meurs j'ai pas envie qu'on me mange. Mais là c'était pas le cas. Et ce que je trouve bien, c'est que souvent ce genre d'histoire extrême, elle est utilisée par les réalisateurs pour faire de l'argent, pour faire des vues, pour faire parler. Et là on a senti à quel point il était important pour les réalisateurs de transmettre l'histoire la plus authentique possible, la plus proche de la réalité possible. Parce que tout simplement, si vous vous renseignez un peu sur comment a été réalisé le film, vous vous rendez compte que les témoins ont été beaucoup questionnés, ils ont beaucoup assisté à certains passages du tournage. Il y a plusieurs moments du film où on voit les vrais survivants qui apparaissent comme figurants, et ça je trouve ça quand même fou. Les vrais noms ont été gardés, les vrais vêtements ont été gardés. Quand on regarde les photos du tournage et les vraies photos, on se rend compte que ça se ressemble énormément. Et chose aussi très importante que les survivants ont voulu faire comprendre, c'est que pour eux, les héros, c'est pas eux, c'est les gens qui sont morts et qui ont permis à ce qu'ils puissent se nourrir et survivre. Et il y a déjà un film qui a été réalisé sur cette histoire qui s'appelle Biben. Les survivants n'ont pas aimé parce qu'ils trouvaient qu'il était pas très réaliste et qu'il retranscrivait pas la vérité. Et le fait que Numa, qui était le narrateur, soit mort, ça montre l'histoire du point de vue des personnes qui sont mortes. Que eux, il ne faut pas les oublier, et la mission dont se sentent responsables les vivants qui ont réussi à survivre à tout ça, c'est que cette histoire leur est pas arrivée pour rien et que les enseignements qu'ils en ont tirés, ils doivent les transmettre aux autres et perdurer la mémoire des morts dans la mémoire des vivants. Bon, je pourrais vous parler pendant des heures de tout ce que j'ai vu, de tout ce que j'ai lu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai. Parce que je suis sûre qu'il y a plein de choses dont vous avez des questions et j'ai très certainement les réponses parce que j'ai tout lu, tout écouté, je suis à fond sur le sujet. S'il y en a qui ont des infos en plus qui veulent les donner, c'est avec plaisir également, vous le savez. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous ai donné envie d'aller le voir, et j'espère que pour ceux qui ont vu le film, vous avez aimé toutes les infos supplémentaires que je vous ai données. Bref, j'ai rien d'autre à dire, bisous mes poulets.